Bonjour, je continue dans ces exercices sur l'information génétique, toujours des exercices de type QCM, et ces exercices porteront aussi sur la localisation de l'ADN, la réplication de l'ADN et l'expression génétique, à savoir la transcription et la traduction. Aujourd'hui, je traiterai les modèles 1 et 2 et 3 dont les liens de téléchargement ont été laissés sur la vidéo précédente et sur la vidéo d'aujourd'hui. La première question pour ce premier exercice des trois modèles, c'est cocher la bonne réponse. La bonne, ça veut dire une seule bonne réponse. Voici la première question. La greffe du noyau d'une cellule de lapin noir dans une cellule sans noyau de lapin blanc donnera après développement. Est-ce que c'est un lapin blanc ou bien un lapin noir ou bien un lapin blanc tacheté de noir? Alors ici, on va appliquer les résultats de l'expérience historique de Gordon. On savait que c'est le noyau qui transmet les caractères héréditaires. Donc le nouveau lapin va prendre les caractères héréditaires issus du noyau. Le noyau provient d'un lapin noir. Donc effectivement, ici, on va avoir un lapin noir et non pas un lapin blanc, ni un lapin tacheté de noir. Question numéro 2. Lors d'une mitose, si la cellule mère en prophase contient une quantité de nucléofilaments déterminée, alors les deux cellules filles en fin de télophase possèdent la même quantité de nucléofilaments, ou bien une double quantité, ou bien la moitié de cette quantité. Ici, nous sommes en prophase. Voilà, en prophase, donc déjà, les nucléofilaments sont dédoublés. Donc ici, on a une quantité de nucléofilaments. Alors, en fin de télophase, donc après la division de la cellule mère en deux cellules filles, les nucléofilaments vont se transformer en un chromosome bichromatidien, puis ce chromosome bichromatidien va se diviser en deux, et chaque cellule fille héritera d'une seule chromatide, donc de la moitié de la quantité. Alors, les deux cellules filles vont posséder donc la moitié de cette quantité. La moitié de cette quantité. Je passe à la question numéro 3. La destruction de l'ADN du pneumocoque S, c'est-à-dire la souche S qui possède une capsule, puis l'ajout des bactéries R vivantes et injection de tout à des souris entraîneurs. Donc ici, c'est l'expérience historique de Griffith. Est-ce que on va obtenir la mort des souris, ou bien la survie des souris, ou bien certaines souris meurent, d'autres survivent? Donc j'élimine cette troisième réponse. Certaines souris meurent, d'autres survivent. Non, soit qu'ils vont survivre, soit qu'ils vont mourir. Alors ici, on a détruit l'ADN, c'est-à-dire qu'on a détruit le principe transformant. Ça veut dire que les aires vivantes ne peuvent plus se transformer en S. Il n'y aura plus de S. Donc si on injecte le tout à des souris, on injecte seulement des aires non pathogènes. Eh bien, les souris vont rester en vie. Voilà. Je passe à la question numéro 4. Dans la molécule d'ADN, un nucléotide est composé un nucléotide, désoxyribose, puis d'un acide phosphorique et d'une base, c'est-à-dire une seule molécule de sucre, une seule molécule d'acide phosphorique, une seule molécule de base azotée, ou bien une molécule de désoxyribose, le sucre, un seul acide phosphorique et deux bases azotées. Non, j'élimine cette deuxième réponse. Un nucléotide ne possède qu'une seule base azotée. Un seul désoxyribose, deux acides phosphoriques, une seule base. Non, j'élimine aussi cette troisième réponse. Il ne peut y avoir deux acides phosphoriques. Donc, un seul nucléotide se compose d'une seule molécule à la fois de chaque composé. Donc, un seul désoxyribose, un seul acide phosphorique et une seule base azotée. Je continue. J'arrive à la question numéro 5 pour le modèle numéro 1. Dans un tissu en division, les cellules à chromosomes simples, une seule chromatide, peuvent appartenir à G1 d'interphase et prophase, G2 d'interphase et prophase,
ou bien G1 d'interphase et télophase. Ici, une seule chromatide, un chromosome simple. G1, oui, mais prophase, non. On connaît qu'en prophase, les chromosomes sont doubles, c'est-à-dire bichromatidiens, et non pas monochromatidiens. Donc là où il y a la prophase, on élimine la réponse. On élimine la réponse 1, la réponse 2, car en prophase, les chromosomes sont bichromatidiens, c'est-à-dire doubles, et non pas simples. Il me reste donc la troisième réponse en G1 et en télophase. En G1, il n'y a qu'un seul nucléofilament, pas encore dupliqué. Et en télophase, les chromosomes bichromatidiens sont divisés. Donc c'est en G1 et en télophase. Je passe maintenant au modèle numéro 2, la première question. Ça ressemble à la question du modèle numéro 1. La greffe d'un noyau d'une cellule de xénope vert dans une cellule sans noyau de xénope albinos donne après développement un xénope. Donc ici, c'est l'expérience de Gordon. Alors, qui a donné le noyau? Le noyau, c'est le xénope vert. Donc, c'est sûr qu'on va obtenir un xénope vert. Albinos, non. Vert, oui. Albinos tacheté, non. Donc, j'opte pour la deuxième réponse. Question numéro 2. En fin de télophase de mitose, le centrosome se transforme en astère, l'astère se transforme en centrosome, le centromère se transforme en centrosome. Nous sommes en fin de télophase, c'est-à-dire que la cellule mère s'est divisée en deux cellules filles. Rappelez-vous, donc au cours de la mitose, il y a deux astères qui synthétisent les fibres polaires. Mais à la fin de la mitose, ces deux astères vont devenir de nouveau un centrosome, et non pas l'inverse. Donc le centrosome se transforme en astère, c'est au début, et non pas à la fin. Donc à la fin, on aura l'astère qui se transforme en centrosome. Mais ici, la troisième réponse, non. Le centromère, c'est une partie du chromosome. Il n'a aucune relation avec le centrosome. Donc j'élimine la troisième réponse. Il me reste la deuxième réponse. Je continue avec la question numéro 3. La transformation bactérienne de R en S est due au transfert du principe transformant. Quel est ce principe transformant? Des capsules de S vers R, ou bien des noyaux de S vers R, ou bien d'une partie du chromosome de S vers R? La première réponse, non. Il n'y a pas de capsules qui peuvent être transférées de S en R. Les S ont des capsules, mais les R n'ont pas de capsules. C'est un caractère héréditaire. Les capsules ne peuvent pas être transférées d'une souche à l'autre. Donc, c'est faux. Des noyaux de S vers R, non, il n'y a pas de noyau. Parce que les bactéries sont des êtres vivants prokaryotes, ils n'ont pas de vrai noyau, il n'y a pas de noyau. Donc j'élimine aussi la deuxième réponse. Il me reste donc la troisième, c'est une partie du chromosome de S qui est transmis vers les bactéries R. Ces chromosomes ne se trouvent pas dans le noyau, mais ils se trouvent dans le cytoplasme. Donc c'est la réponse numéro 3. Je continue. J'arrive à la question numéro 4. Si une cellule mère possède en G1 18 nucléofilaments, G1 c'est-à-dire avant la duplication, la cellule fille en fin de télophase va posséder 18 ou bien 36 ou bien 9 nucléofilaments. Donc G1 c'est 18. En S, ils vont subir la réplication, la duplication. En G2, on va avoir 36. Ces 36 nucléofilaments vont produire 18 chromosomes bichromatidiens en prophase et en métaphase. Et en anaphase, ces 18 chromosomes bichromatidiens vont se diviser. Donc chaque cellule fille héritera de 18 nucléofilaments comme en G1. Donc il y a équivalence entre G1 et la cellule fille après télophase. Donc c'est 18 nucléofilaments. Question numéro 5. Dans un tissu en division, les cellules qui apparaissent généralement en grand nombre sont des cellules en prophase, ou bien en interphase, ou bien en métaphase. Donc, quel est le facteur étudié ici, qui est en relation avec le nombre des cellules? C'est le facteur temps, c'est la durée de chaque phase. Donc, parmi ces trois phases, la métaphase a la durée la plus courte. Donc, les cellules représentant la métaphase vont être les moins nombreuses.
Entre prophase et interphase, c'est l'interphase qui a la plus longue durée. Donc, on aura ici les cellules en interphase seront les plus nombreuses. Je passe donc au modèle 3 et je commence par la question numéro 1. La RN messager porte les mêmes triplets de base de l'ADN transcrit? Non, déjà on sait que la RN messager ne porte pas la thymine, donc il ne peut pas porter les mêmes triplets que l'ADN. Donc la première réponse est faux. Les codons, oui. Les codons, oui. Les anticodons, non. Les anticodons se trouvent dans les ARN de transfert, les ARNT. Donc, les codons. Je passe à la question numéro 2. Au cours de la traduction génétique, le site P du ribosome accepte les nouveaux acides aminés ou bien relie les acides aminés par des liaisons peptidiques ou bien libère les ARNT. Donc, pour répondre à cette question, ou bien pour choisir la réponse convenable, je vous rappelle donc la structure du ribosome et je vous propose ce schéma qui retrace donc le phénomène de traduction. Alors voici, si je complète la légende, alors que vous reconnaissez ici la grande sous-unité du ribosome, puis la petite sous-unité du ribosome, puis la RN messager, et puis ici la chaîne peptidique des acides aminés. Alors ici, c'est la grande sous-unité, là, c'est la petite sous-unité, ici, la succession du codon, c'est la RN messager. Ici, avec ces symboles ici, là et là, ce sont des ARN de transfert, ARNT. Et puis, ici, ce sont des anticodons, AUC, c'est l'anticodon du UAG, voilà. Et CAG, c'est l'anticodon du GUC, voilà. Puis enfin, la chaîne peptidique. Alors ici, vous voyez que chaque ribosome, surtout la grande sous-unité, il contient 3 sites appelés A, puis P, puis E. A, P, E. A, c'est pour acide aminé, aminoacide. P, c'est pour peptide, c'est-à-dire chaîne peptidique. Et E, c'est pour exit. Donc, c'est dans le site E où les ARNT sont libérés et sortent dans le ribosome. P, c'est pour donc constituer la chaîne peptidique en créant des liaisons peptidiques et qui reçoit les nouveaux acides aminés, c'est le site A. Donc rappelez-vous donc, A c'est pour recevoir les nouveaux acides aminés, P c'est pour créer la chaîne peptidique. Donc, on a ici le sens de traduction de gauche vers la droite. Donc le ribosome se déplace progressivement chaque fois d'un seul codon de l'extrémité 5', ici c'est l'extrémité 5', vers l'extrémité 3'. Généralement, on va trouver un codon stop. Je reviens à la question. Alors, au cours de la traduction génétique, le site P, il est sans rôle. Est-ce qu'elle accepte les nouveaux acides aminés? Non. Est-ce qu'elle relie les acides aminés par des liaisons peptidiques? Oui. Est-ce qu'il libère des ARNT? Non, ça c'est la fonction du site E. Je continue. J'arrive à la question numéro 3. La transcription de l'ADN en ARN messager se fait grâce aux enzymes. Est-ce que c'est l'ADN polymérase et l'hélicase? Ou bien c'est l'ADN polymérase et la ligase? Ou bien c'est la RN polymérase? Alors ici, il s'agit de la transcription de l'ADN, rappelez-vous. C'est lorsqu'on coupe l'ADN en ARN messager. Quelle est l'enzyme qui va intervenir? Ce n'est pas l'ADN polymérase, ni l'hélicase. Ces deux enzymes interviennent dans la réplication de l'ADN et non pas la transcription. 2. La RN polymérase et la ligase. La RN polymérase, oui, mais la ligase, non. La ligase n'intervient pas dans la transcription. La RN polymérase, oui, c'est-à-dire elle peut ouvrir les deux brins de l'ADN et elle peut donc polymériser les nucléotides pour créer l'ARN. Voilà, donc c'est la réponse numéro 3.
4. L'expression génétique, c'est la réplication et la transcription et la traduction génétique, ou bien la transcription et la traduction seulement, ou bien la réplication et la traduction seulement. Alors j'élimine la première réponse puisque la réplication ne fait pas partie de l'expression génétique. J'accepte la deuxième réponse. L'expression génétique, c'est la transcription en ARN messager, puis la traduction en une protéine. J'élimine la troisième puisqu'il y a le mot réplication. Je passe à la question numéro 5. Dans le code génétique, 3 nucléotides contrôlent un seul acide aminé, ou bien 3 acides aminés sont contrôlés par un nucléotide, ou bien 3 nucléotides contrôlent 20 acides aminés. Non, la troisième réponse est impossible. 3 nucléotides contrôlent 20 acides aminés, donc c'est impossible, c'est pas logique. Première réponse, 3 nucléotides contrôlent un seul acide aminé. Ce sont des codons, ce sont des triplés. Ce sont des triplés, donc c'est l'unité de base du code génétique du codon, donc c'est la réponse vraie. 3 acides aminés sont contrôlés par un seul nucléotide? Non, 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 c'est faux. Donc je passe à la question numéro 6. Dans le code génétique, on a 64 codons différents pour 64 acides aminés. Eh bien non, on sait qu'il n'y a pas 64 acides aminés. Il n'y a que 20 acides aminés. Donc j'élimine la première. 64 codons différents pour 20 acides aminés. Normalement, il y a 64 codons différents dans le code génétique. D'accord. Et il y a 20 acides aminés. D'accord. Mais ces 64 ne codent pas tous pour 20 acides aminés. Il y a 3 codons qui n'interviennent pas, qui sont des codons stop. Ça nous donc ramène à la troisième réponse qui est vraie. Donc il n'y a que 61 codons différents pour 20 acides aminés. Où sont passés les 3 autres? Eh bien, ce sont les 3 codons qui n'ont pas de sens, qu'on appelle les codons stop. Donc c'est la troisième réponse qui est vraie. Je continue. J'arrive à la question numéro 7. L'initiation, l'élongation et la terminaison sont les 3 étapes de la réplication et la transcription, ou bien la transcription et la traduction, ou bien la réplication et la traduction. Donc l'initiation, l'élongation et la terminaison concernent la transcription en ARN messager et la traduction en une protéine. Et il n'y a pas de terminaison dans la réplication parce que tout le brin d'ADN doit être répliqué d'une façon complète. Donc ces 3 étapes concernent la transcription et la traduction. Question numéro 8. Voilà, déjà on la connaît ici. Dans un œil de réplication, le nombre des ADN polymérases actifs simultanément est 4. Parce qu'on sait qu'il y a deux ADN polymérases qui travaillent dans l'un des 2 brins et 2 autres dans l'autre brin. Ça fait en tout 4 ADN polymérases dans chaque œil de réplication. Alors maintenant, je passe à la question vrai ou faux pour les 3 modèles 1 et 2 et 3. Voilà donc la première question pour le modèle numéro 1. Dans un cycle cellulaire, la duplication de l'information génétique se fait en interphase. La duplication de l'ADN se fait en interphase. En effet, c'est vrai, et effectivement, elle se fait au cours de la phase S. Donc ici, c'est vrai. Au cours de la mitose, la chromatine disparaît en fin de prophase. Non, elle disparaît déjà en fin d'interphase. Et non pas prophase, donc cette phrase elle est fausse. La chromatine contient de l'ADN. Eh bien oui, parce que la chromatine, donc, c'est l'information génétique, c'est l'ADN lié avec des protéines histones au cours de l'interphase. En prophase, la membrane nucléaire disparaît avant la formation complète du fuseau achromatique. En effet, c'est vrai, parce que la membrane nucléaire doit laisser la place au fuseau achromatique pour qu'il se forme et prend sa place idéale pour la division. 5. Dans un cycle cellulaire, le dédoublement du nucléofilament se fait en prophase. Non, le dédoublement du nucléofilament, c'est la phase S. C'est la réplication de l'ADN et ça se fait
en interphase et non pas en prophase, donc ici, c'est faux. 6. Au cours de la mitose, l'ascension polaire des chromosomes double se fait en anaphase. C'est une mitose et l'ascension polaire des chromosomes se fait en anaphase, d'accord. Mais ce ne sont pas des chromosomes doubles qui vont subir l'ascension polaire, ce sont des chromatides, c'est-à-dire des chromosomes simples. Donc il faut mettre ici simple au lieu de double. Donc cette phrase est une phrase fausse. Je continue. 7. L'expérience de Gordon en 1960 a permis de conclure que c'est le noyau qui contient l'information génétique. En effet, chez les pluricellulaires, chez les animaux, c'est vrai. 8. Les fibres chromosomiques sont créées par les calottes polaires chez les cellules végétales. Non, il ne faut pas donc confondre les fibres chromosomiques et les fibres polaires. Ce sont les fibres polaires qui sont créées par les calottes polaires, alors que les fibres chromosomiques, elles sont créées par les kinétochores du centromère des chromosomes. Donc ici, c'est faux. 9. Il y a des protéines dans le noyau. Eh bien, en effet, l'exemple le plus important, ce sont les histones. Il y a aussi l'ADN polymérase, c'est une protéine. Il y a aussi la ligase, c'est une protéine. Toutes les enzymes qui peuvent intervenir dans la réplication ou la transcription de l'ADN, ce sont des protéines. Elles se trouvent donc dans le noyau. 10. La transcription de l'ARN messager se fait au cours de la mitose. Non, au cours de la mitose, donc toutes les activités héréditaires ou bien génétiques de la cellule sont arrêtées pour permettre à la cellule de se diviser. Non, donc ici, ce n'est pas la transcription qui va avoir lieu, mais c'est la réplication. Donc ici, c'est faux. 11. La transcription en ARN est simultanée dans les deux brins d'ADN. Non, c'est faux. C'est la réplication qui est simultanée dans les deux brins. Alors on sait qu'il y a toujours un brin transcrit et l'autre brin est non transcrit. Donc ici, c'est faux. 12. Dans la traduction génétique, c'est le même ARNT, c'est-à-dire de transfert, qui assure le transfert de tous les acides aminés. Non, non. Chaque acide aminé, chaque type d'acide aminé a son ARN de transfert spécifique. Donc ce sont les anticodons qui jouent ici le rôle important, principal. Donc ici, c'est faux. Je continue. 13. Les virus, comme le bactériophage, ont un noyau où est localisée l'information génétique. Non, non, c'est faux. Les virus n'ont pas de noyau. D'ailleurs, les virus ne sont pas des cellules. On ne peut les compter ni avec les prokaryotes, qui ont une cellule sans noyau, ni avec les eucaryotes, qui ont des cellules avec un noyau. Donc ici, c'est totalement, complètement faux. 14. C'est l'ARN polymérase qui permet d'ouvrir la double hélice d'ADN au cours de la transcription de l'ADN. Oui, on vient de le dire. Au cours de la transcription, il n'y a pas d'hélicase, donc c'est l'ARN polymérase qui va faire ce travail, donc c'est vrai. Une mutation peut être spontanée ou induite. En effet, c'est vrai. Et enfin, 16. La transcription de l'ADN en ARN est bidirectionnelle. Et si je parle de la transcription, non. La transcription ne se fait que dans un seul sens pour le brin transcrit. C'est la réplication qui est bidirectionnelle. Donc ici, c'est faux. Alors voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo qui est consacrée donc à la correction des exercices de type QCM concernant surtout les modèles proposés dans les liens de téléchargement, surtout pour les modèles 1, 2 et 3. Donc la vidéo prochaine sera consacrée à la correction d'exercices qui nous restent dans les autres modèles.